Bonjour à tous et bonjour à toutes, bienvenue dans cette nouvelle édition de Parlons d'Europe en Bourgogne-Franche-Comté, un rendez-vous qui vous est proposé par les Centres Europe Direct de Besançon et de Dijon. Bonjour Béatrice. Bonjour à tous. Une actualité dans ce mois de février, une actualité européenne bien sûr toujours chargée entre la plénière du Parlement européen et toute la situation géopolitique et internationale. On en parlera plutôt dans la deuxième partie de cette émission. On va faire un grand angle pour ce numéro, Béatrice, autour de la politique agricole commune, oui, notamment parce que c'est pleinement d'actualité. Voilà, on est dans le salon de l'agriculture et donc c'est une politique européenne qui est importante. C'est d'ailleurs une des plus anciennes, si ce n'est la plus ancienne, politique européenne, qui est le premier poste de dépense actuellement. C'est à peu près un tiers du budget. On va dire un bon tiers, l'autre tiers étant consacré au fonds de cohésion, c'est-à-dire l'aide en région. Oui, donc voilà. Le budget européen est clairement consacré effectivement à un retour d'investissement dans les territoires. La politique agricole commune, on a toujours tendance à dire que c'est la première politique européenne. Alors c'est vrai que c'est plus tout à fait vrai du point de vue budgétaire, les découpages sont un peu différents, mais ce qui est certain, c'est que ça reste historiquement parlant la première qui a été pleinement intégrée. Oui, dès le début, l'idée de faire une politique agricole commune a vraiment émergé avec les 6 États membres. Néanmoins, elle a vu sa création officielle en 1962. Rappelons que la création de la communauté économique européenne, c'est 1957. Alors après, elle a évolué. Au départ, c'était pour permettre en fait une suffisance alimentaire, c'est-à-dire qu'on était après la fin de la Seconde Guerre mondiale, et là, il y avait encore un problème de quantité alimentaire pour nourrir en fait tous les habitants de l'Union européenne. Rappelons que les tickets de rationnement ne se sont pas terminés en 45, voilà. Donc le baby boom, la nécessaire reconstruction, et puis c'est vrai aussi qu'une économie clairement tournée vers le secteur primaire, beaucoup plus d'exploitation agricole, beaucoup plus d'agriculteurs qu'aujourd'hui, avec très peu de technologie. Donc elle a fixé au départ, c'était de fixer chaque année les prix par secteur. Donc le prix des céréales, de la viande, du lait, à des prix qui étaient garantis au-dessus de la moyenne mondiale. De façon à ce que l'agriculteur ne soit pas en difficulté, que ça lui garantisse un revenu. Et donc, la quantité, en fait, était rachetée par la communauté, stockée et revendue plus tard. Ou exportées, les ou même excédents détruites. de production Alors dont ça, on a parlé c'était ensuite après. Dans les années 80, oui. Donc les producteurs européens vont recevoir des subventions à l'exportation pour compenser les écarts de prix avec le marché mondial, et les biens importés sont quant à eux taxés pour ne pas concurrencer les biens européens. Donc en 68, la création de l'union douanière a supprimé les droits de douane intercommunautaires, intracommunautaires, entre pays membres. Et donc sur également le marché alimentaire. L'évolution, on la sent plutôt à partir des années 70-80. Alors chaque décennie va sentir des évolutions évidemment, mais c'est vrai que d'une certaine manière, ce qu'on a mis en place dès le départ dans les années 60 se retourne un peu contre le système. Oui, elle a été victime de son succès parce que en fait, elle a dépassé largement la demande. Elle a engendré des excédents importants et on a commencé à parler de montagnes de beurre, de lacs de lait. Il y a eu également un autre problème, c'est-à-dire qu'elle a été un petit peu taxée de forteresse, puisqu'en fait, effectivement, on taxait aux frontières. Donc, compliqué par rapport à l'entrée des produits qui n'étaient pas européens. Il y a toujours eu la volonté d'avoir une PAC plutôt protectrice, assez souveraine. Voilà. Et puis, il y a eu aussi un problème qui est apparu dans ces années-là, c'est la protection de l'environnement. Et donc, oui, pour augmenter la production, les agriculteurs ont dû utiliser des pesticides, des engrais, etc., qui, à une époque, n'étaient pas à la... On ne regardait pas autant. Exactement, oui. Donc elle a dû se modifier en créant des mesures pour tenter de limiter la production, tout en assurant la compétitivité de l'agriculture au niveau international.
À partir des années 2000, les aides vont être découplées. Ça, c'est une sorte de révolution. L'idée d'avoir une politique agricole européenne qui va être plutôt en phase avec l'adaptation du marché. Et là, pour le coup, on n'est plus dans une logique protectrice, mais on est plutôt ouvert au vent de la mondialisation. C'est dans l'air du temps dans les années 2000. Oui. C'est-à-dire que là, on va plus produire en fonction de la quantité, mais en fonction de la surface de l'exploitation de têtes de bétail. Oui. Et alors, il va y avoir une nouveauté qui va quand même beaucoup modifier et aider le milieu rural. C'est la création de ce qu'on appelle le deuxième pilier. On va voir un petit peu le fonctionnement de la PAC, mais elle a deux piliers, dont un qui est le développement rural. Voilà. Et puis là, on va de plus en plus vers une protection de l'environnement au point que des agriculteurs trouvent que c'est devenu trop contraignant. Le budget de la politique agricole commune aujourd'hui, donc on en parle toujours bien sûr dans le cadre de ce qu'on appelle la programmation budgétaire, le cadre financier, donc entre 2021 et 2027, vous l'avez rappelé tout à l'heure, c'est un peu plus d'un tiers du budget global de l'Union. On est à 386 milliards d'euros, dont 291 milliards pour ce qu'on appelle le fonds de garantie. C'est colossal comme montant. Ah oui, ça reste quand même très important. Mais il y a une partie qui bénéficie pas uniquement aux agriculteurs, mais au milieu rural. Et ça aussi, c'est aussi voilà, important de le dire. Oui, quand on dit milieu rural, c'est développement de services en milieu rural, attractivité. Oui, exactement. Tout ce qui est lié à la protection de l'environnement aussi dans les zones protégées. Oui, c'est exactement, par exemple, une maison de santé qui est créée en milieu rural. Elle n'est pas directement liée au monde agricole, mais elle permet d'éviter l'exode rural. Un centre périscolaire aussi va bénéficier de FEADER parce qu'il va permettre aussi aux familles de s'installer, puisque si une famille est incitée à s'installer en campagne, mais qu'elle ne trouve aucun service par rapport à ses enfants, elle ne va pas le faire. Donc ça, c'est vraiment un tournant qui est important. Un mot sur le fait que la France soit toujours en première ligne pour défendre sa vision de la PAC, parce que bon, il y a une vision européenne, on va dire, un cadre européen, mais les États membres ont quand même réussi, en tout cas sur cette programmation, à revenir à quelques éléments quand même nationaux, ce qui d'ailleurs pose problème dans certains cas. On parle de concurrence quand même maintenue entre certains États membres, avec des aides plus ou moins importantes à certains secteurs. La France reste aujourd'hui le premier bénéficiaire de la PAC. Oui, exactement, avec 9 milliards qui correspond à 22% en fait des revenus des agriculteurs. Oui, c'est sur 2023, elle a redistribué 55 milliards d'euros à tous les États. Alors, on va dire dans l'ordre, nous premiers. Oui, premier secteur agricole. Premier bénéficiaire. La deuxième, c'est l'Allemagne. Ensuite, il y a l'Espagne et l'Italie. Et les moins, alors on va dire, ce sont 3 petits pays, mais pas uniquement parce qu'ils sont petits, mais parce que aussi leur secteur agricole est très peu développé. Oui, parce qu'il y a des contraintes naturelles, géographiques, bien sûr. C'est Malte, le Luxembourg, c'est surtout dans les services, et puis Chypre aussi. Voilà. Oui. C'est des terres pour Malte et Chypre qui sont arides, qui n'ont pas, voilà, qui ne peuvent pas vraiment développer. Les handicaps naturels, les contraintes et handicaps naturels. On va faire une première pause musicale et on se retrouve juste après pour continuer à parler de la politique agricole commune. Était fou, il ne vivait pas comme les autres, c'est tout. Et pour quelle raison étrange, les gens qui ne sont pas comme nous, ça nous dérange. Ne dites pas que ce garçon valait rien, il avait choisi un autre chemin. Et pour quelle raison étrange, les gens qui pensent autrement, ça nous dérange, ça nous dérange. Il jouait du piano debout, c'est peut-être un détail pour vous, mais pour moi ça veut dire beaucoup. Ça veut dire qu'il était libre, heureux d'être là malgré tout. Il jouait du piano debout, quand les trouillards sont à genoux, et les soldats au garde à vous. Simplement sur ses 2 pieds, il voulait être lui, vous comprenez.
raisons étranges. Les gens qui tiennent à leurs rêves, ça nous dérange. Lui, son piano, il pleurait quelquefois. Mais c'est quand les autres n'étaient pas là. Et pour quelle raison bizarre, son image a marqué ma mémoire. Ma mémoire, il jouait du piano debout. C'est peut-être un détail pour vous, mais pour moi ça veut dire beaucoup. Ça veut dire qu'il était libre, heureux d'être là malgré tout. Il jouait du piano debout, il chantait sur des rythmes fous. Et pour moi ça veut dire beaucoup. Ça veut dire essaie de vivre, essaie d'être heureux, ça vaut le coup. Il jouait du piano debout, c'est peut-être un détail pour vous, mais pour moi ça veut dire beaucoup. Ça veut dire qu'il était libre, heureux d'être là malgré tout. Il jouait du piano debout, quand les trouillards sont à genoux et les soldats au garde à vous. Simplement sur ses deux pieds, il voulait être lui, vous comprenez. Jouait du piano debout. Parlons d'Europe avec Béatrice Fuin et Julien Péat, directeurs de la Maison de l'Europe de Bourgogne-Franche-Comté. Alors après France Gall, revenons à la politique agricole commune. Nous avons en fait brossé un petit peu un large portrait vu l'historique, mais comment fonctionne-t-elle réellement aujourd'hui ? On a vu que voilà, elle a évolué. Et aujourd'hui, qu'en est-il ? Alors la PAC actuelle, évidemment, n'a plus grand-chose à voir avec celle mise en place à ses débuts. Mais je dirais que dans l'absolu, toutes les politiques européennes ont évolué avec le temps et toutes les politiques publiques, ça n'a rien de surprenant. La politique agricole commune, aujourd'hui, est placée dans un contexte plus large de compétences de l'Union européenne, où on retrouve aussi la garantie d'une sécurité alimentaire. Alors c'est pas simplement faire en sorte qu'il y ait assez de production, mais c'est aussi d'avoir une production avec des standards, des niveaux de protection du consommateur très importants. Il s'agit aussi d'assurer, bien sûr, un revenu équitable aux agriculteurs et aux opérateurs du monde rural et d'avoir une forme de stabilisation des marchés agricoles parce que sur, évidemment, la planète et dans le contexte mondial, les denrées agricoles, comme d'autres denrées d'ailleurs, marchandises ou services, eh bien, sont ouverts effectivement dans un contexte de mondialisation. Donc il y a des objectifs plus larges, on va dire, que simplement des objectifs agricoles. Il y a une dimension sociale, environnementale et bien sûr économique. Alors c'est vrai qu'elle fait souvent l'objet de critiques, mais néanmoins elle est quand même pas remise en cause. Et ce qu'il faut peut-être préciser aussi, c'est que quand une règle européenne, elle arrive, et qui devient bien sûr obligatoire, comme toute la réglementation européenne, elle n'a pas été imposée par la Commission européenne ou par Bruxelles ou par une seule personne. C'est l'objet, comme toute réglementation, d'une proposition de législation par la Commission européenne, ensuite d'un débat entre les ministres de l'Agriculture, et ensuite un vote, et également la même chose au Parlement européen. Donc elle est issue
d'un processus démocratique qui a fait apparaître une majorité. Tout à fait. Et c'est comme ça que tous les 7 ans, l'ensemble des politiques publiques européennes sont remises à plat avec une négociation à la fois budgétaire et aussi la dimension réglementaire et normative. Donc ça veut dire que les conditions, les règles qui ont été édictées et qui existent aujourd'hui, eh bien elles ont été négociées pour la plupart il y a quasiment une dizaine d'années, effectivement par les institutions et aussi par toutes celles et ceux qui font vivre le débat public au niveau européen. Je pense notamment aux syndicats, aux confédérations diverses et variées. Donc effectivement, on l'a rappelé avant la pause, ce n'est pas le cadre budgétaire qui est remis en cause, bien au contraire. Cette somme très très importante globalement attribuée à l'agriculture et ensuite derrière redistribuée en France, ces 55 milliards d'euros, eh bien personne ne veut les perdre. Simplement, la critique qui est formulée repose sur les lourdeurs administratives qu'elle peut entraîner et bien souvent, enfin en tout cas dans l'immense majorité des cas, c'est un problème national. Ces lourdeurs administratives restent une problématique plus nationale une surtransposition souvent des règles européennes, des charges qui sont plus importantes. Alors rappelons qu'elle se structure autour de 2 piliers. Effectivement, 2 piliers pour cette politique agricole. Le premier pilier qui est le plus important, on va dire du point de vue budgétaire, c'est 75% quasiment du budget. Ce sont les aides directes qui visent à donner un revenu minimal garanti. C'est pour ça qu'on parle d'un fonds européen agricole de garantie, appelé FEAGA dans son acronyme, qui sont en fait des aides qu'on appelle découplées. Donc elles ne dépendent pas du type de production, mais plutôt de la surface au sol ou du nombre de têtes de bétail que va posséder un exploitant. Il y a aussi parfois des paramètres qui viennent entrer en ligne de compte, notamment pour avoir des bonus ou des compensations, et c'est le cas dans notre région, ce qu'on appelle l'ICHN, donc la compensation pour le handicap naturel, notamment le fait qu'il fasse trop froid ou qu'il y ait trop de relief, ce qui empêche par exemple les vaches de paître toute l'année dans les champs. Et donc le deuxième pilier ? Le deuxième pilier, c'est ce qu'on appelle le Fonds européen agricole pour le développement rural, FEADER, où là effectivement il s'adresse d'une part aux agriculteurs et aux professions agricoles qui jouent un rôle très important dans la protection de la biodiversité, dans la création aussi de services en milieu rural, dans aussi tout ce qui concerne la façon d'organiser aussi du point de vue de l'aménagement du territoire. Donc ce deuxième pilier qui existe depuis le début du siècle a pour objectif de maintenir cette dynamique socio-économique dans les territoires ruraux. Il permet aussi des aides importantes pour l'aide à l'installation des jeunes agriculteurs par exemple, ou aussi la transition vers l'agriculture biologique. On en a beaucoup parlé dans notre région puisque la compétence, le suivi des dossiers pour cette partie-là de la PAC a été transféré des services de l'État au service du Conseil régional, et c'est vrai que ce transfert a généré des retards très importants dans l'étude des dossiers, donc c'est en train d'être solutionné, mais ça a expliqué à un moment donné effectivement la colère de la profession agricole. On s'en souvient avec des manifestations importantes, notamment à Dijon et notamment devant nos locaux aussi, il faut le rappeler. Alors on entend parler, et c'est ce qui est contraignant pour les agriculteurs, de règles de conditionnalité. Qu'entend-on par là ? Alors quand on parle de règles de conditionnalité, il s'agit bien sûr de préciser à la fois que la PAC ne bénéficie pas qu'aux très très grandes exploitations. Bien sûr, il y a une forme de proratisation, mais on a une aide plus importante, un bonus pour les petites exploitations, notamment qui vont avoir des aides plus importantes sur les premiers hectares et qui vont aussi être exemptées, en tout cas pour celles qui font moins de 10 hectares, de contrôle lié au respect de ces respects de conditionnalité. Par exemple, peut-être quelles sont ces règles de conditionnalité. L'obligation de maintien de prairies permanentes, la protection des zones humides et des tourbières, on en a pas mal dans le Haut-Doubs, des bancs tampons le long des cours d'eau, la rotation des cultures, le maintien de haies, l'obligation de mise en jachère par exemple, qui a été remise en cause notamment au niveau européen assez récemment, justement suite à cette colère exprimée par une large partie de la profession, pas seulement en France d'ailleurs.
Oui, et d'ailleurs, bon, l'obligation, par exemple, de jachère a été allégée pour les petites exploitations, également des contrôles aussi qui sont allégés. Donc, ce qu'on peut dire en conclusion, c'est que la PAC, finalement, elle est tout le temps en modification, elle doit s'adapter, mais quelquefois, le problème est créé et ensuite est trouvée la solution. Donc forcément, les agriculteurs, à un moment donné, sont confrontés à des difficultés. C'est la problématique plus générale du temps long en politique, effectivement du temps court pour les acteurs, les opérateurs économiques. Là, c'est vrai qu'une nouvelle version de la PAC a été adoptée au printemps 2024. Oui, et puis il y a eu la guerre en Ukraine avec... avec quelques déséquilibres, effectivement, sur le marché des céréales. Oui. Donc là, c'est vrai que les ajustements ne peuvent pas se faire comme ça directement du jour au lendemain. Ça prend effectivement un peu de temps, mais il y a cette écoute particulière pour la profession et aussi bien sûr parce que l'agriculture reste un domaine, et en tout cas la protection de la biodiversité aussi reste des domaines très importants dans l'action de l'UE. Alors simplification qui apporte des éléments positifs aux agriculteurs, mais par contre si on simplifie ou si on allège les contraintes, ben forcément, les défenseurs de l'environnement vont dire non, on recule, on va pas dans la bonne direction. C'est un bras de fer, on va dire, classique, mais peut-être stéréotypé. Je crois qu'aujourd'hui, il ne faut pas opposer effectivement les professions agricoles avec celles et ceux qui, notamment dans la société civile, veulent effectivement maintenir des ambitions environnementales très importantes au niveau européen. On pense au pacte vert ou à la stratégie de la fourche à la fourchette. Je crois qu'il faut travailler en bonne intelligence pour essayer de faire en sorte que l'Union européenne soit effectivement, demeure un modèle avec des standards importants. On en a parlé déjà dans cette émission ce qui concerne le libre-échange, le traité du Mercosur. Il faut effectivement garder des standards très importants, être très exigeants à l'intérieur comme à l'extérieur. Il en va effectivement bien de notre sécurité alimentaire et de la durabilité de la production agricole. Ouais, et toujours trouver du compromis, comme le fonctionnement de l'Union européenne. Ça reste l'Union européenne, effectivement. Voilà. Ça reste sa marque de fabrique. Il sera question, juste après la pause, Béatrice, d'intelligence artificielle. Il y aura probablement des applications entre intelligence artificielle et agriculture dans les années qui viennent. C'est une certitude. Les Bee Gees, Stayin' Alive. Est-ce qu'on restera vivant, Béatrice, nous les humains, alors que l'intelligence artificielle semble faire un pas très très important au niveau mondial? En tout cas, l'Union européenne a annoncé un plan historique pour l'intelligence artificielle. Ça s'est fait il y a quelques jours à Paris, à l'occasion d'un grand sommet. Qu'est-ce qu'a dit Ursula von der Leyen à cette occasion? Alors, la présidente de la Commission européenne a dit souhaiter mobiliser 200 milliards d'euros. Donc 150 milliards venant de grands groupes pour des investissements dans l'intelligence artificielle en Europe, puisqu'on parle beaucoup de l'avancée évidemment des États-Unis, mais aussi de la Chine. Il ne faut pas que l'Europe se laisse distancer du point de vue du numérique. Alors, donc là, c'est un partenariat particulier entre public et privé, donc où plus de 60 entreprises seraient concernées pour en développer une intelligence artificielle fiable. Et peut-être avec quand même des garde-fous, parce que exactement, on sent bien que les États-Unis, les grands magnats de la tech, finalement sont en train de remettre en cause aussi nos standards européens, comme ils l'ont fait déjà sur les réseaux sociaux. Donc, bon, ce qu'on peut dire, c'est que la course à l'intelligence artificielle est loin d'être terminée. Elle commence seulement, c'est ça. Et on va voir déjà qui éventuellement prend un peu d'avance. Par rapport à tous ces bouleversements mondiaux, en fait, l'Union européenne, elle reste dans la course. Voilà, elle cherche à agir et la course n'est pas terminée.
Non, la course n'est pas terminée. Béatrice, pour l'instant, nous ne sommes pas remplacés par des robots, donc nous accompagnons toujours des visites des institutions européennes, et notamment à Strasbourg. Et donc, Béatrice, vous serez la pilote des prochaines visites du Parlement européen. Et là, on s'adresse à nos auditeurs qui seraient tentés par un déplacement à Strasbourg. Quand est-ce que vous allez faire ces journées en toute convivialité? Alors, 2 dates à retenir. Le 2 mercredi. Là, ça sera au mois de mai, le 14 mai, un départ de Besançon. Donc, je fais plusieurs points de prise en charge depuis Besançon et même sur Montbéliard ou Belfort s'il y a des personnes qui sont sur le chemin. Et puis, au départ de Vesoul et Ricourt, le mercredi 4 juin. Donc, c'est une visite du Parlement européen. On répète, 14 mai, départ de Besançon, 4 juin, départ de Vesoul ou d'Héricourt. Pour s'inscrire, 03 81 21 29 55. Exactement. On donne les tarifs peut-être? Oui, alors ce sera 65 € et 68 €. 65 au départ de Besançon et 68 € au départ de Vesoul. Parlement européen, et puis aussi un temps libre dans la ville de Strasbourg, très belle ville de Strasbourg. Rappelons que le déjeuner est inclus dans le tarif. C'est inclus dans le tarif, un transport grand tourisme, un accompagnement avec une visite guidée. Voilà, je vous informe en fait toute la journée sur l'Union européenne. Enfin, je vous laisse le petit temps libre en ville quand même. Voilà, donc n'hésitez pas, une super journée en compagnie de Béatrice pour en savoir plus sur l'Union européenne et le Parlement européen. C'est déjà l'heure de nous quitter. Eh oui. Que le temps passe vite. On vous retrouve le mois prochain en mars pour Parlons d'Europe en Bourgogne-Franche-Comté. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir à tous. L'Europe ne se fera pas d'un coup, ni dans une construction d'ensemble. Oui à la paix, oui à la compréhension mutuelle entre les peuples. Nous travaillons pour une Europe qui est forte, qui est unie,